Ok, alors salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle assise numérique. Donc, je crois que pour la majorité d'entre vous qui me suivent sur pas mal de plateformes comme WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., vous avez vu que j'avais putché un petit challenge où il était question de récupérer le message en clair d'une clé qui avait été cryptée et enfouie dans un pot de barre. Donc il était question de récupérer le message de la clé cryptée et de remporter le challenge. Pour aujourd'hui, nous avons donc apporté une solution personnalisée. Et quand je dis solution personnalisée ici, il est question de créer soi-même ses propres outils. Donc ses propres outils pour pouvoir résoudre le problème. J'ai également constaté que pour la plupart, il y a des personnes qui ont pu récupérer la clé enfouie depuis le pot de barre, et là c'est assez évident, c'est assez facile lorsqu'on voit et lorsqu'on constate l'immensité des logiciels qui permettent de faire ça aujourd'hui. Donc mais c'était pas en fait le but. Alors, le but c'était de soi-même créer en fait sa propre solution, réfléchir sur une solution personnalisée pour résoudre le problème. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc le but de la vidéo, c'est simplement en fait de pouvoir résoudre ce problème de décryptage de clés là en utilisant ses propres outils. Et nous allons résoudre le problème en utilisant Python. Bon, on va coder deux applications. Bon, on va coder une application. Bon, la première application, je l'ai déjà faite. C'est une application qui est déjà disponible dans le code source, autant pour moi est déjà disponible sur mon GitHub. Donc je mettrai également le lien en commentaire. Donc, et pour ceux qui ont besoin de plus d'explications sur comment j'ai développé le logiciel pour récupérer, pour simplement identifier en fait le contenu du code barre à partir de la vision par ordinateur, vous pourrez m'écrire, vous pourrez mettre un commentaire pour que je puisse pour que ça me booste à pouvoir faire une vidéo dessus. Le deuxième logiciel qu'on va coder, qui est simplement le logiciel qui va me permettre de décrypter en fait la clé qui était enfouie dans le code barre. Donc pour ce faire, on va écrire du script qui va nous permettre donc de récupérer donc après avoir identifié la clé enfouie dans le code barre, on va décrypter cette clé et récupérer le message en clé ou le message brut tout simplement. Donc c'est dans le but de la vidéo. Donc on se retrouve donc pour une prochaine phase pour commencer dans notre lab. Ok les amis, donc on va donc commencer par présenter déjà la solution. Donc je vais vous présenter la solution, les deux logiciels que j'ai eu à coder et comment j'ai pu récupérer dans un premier temps, dans la première première phase, la récupération de la clé depuis le code barre, et ensuite le décryptage de la clé pour afficher le test brut. Donc ce que je vais faire, ce que je vais simplement rappeler, je crois qu'il est fermé, donc je vais relancer depuis ma console. Je vais d'abord ouvrir mon environnement virtuel qui a été créé. Ok, je vais activer mon environnement. Bon, je vais me rendre dans là, je suis dans l'air. Je vais d'abord ouvrir l'application de code barre. Je vais activer l'environnement virtuel ici. Ok, très bien. Ok, donc je vais relancer le deuxième. Donc pour lancer tout simplement l'application qui va me permettre donc de décrypter le message, en fait la clé, qui va me permettre de décrypter la clé tout simplement. Et rappelez-vous, on a parlé de algorithme à partir de l'algorithme affine. Donc je vais vous donner plus d'explications dessus plus tard. Donc on va se rentrer dans un projet Python d'ailleurs. Je crois que c'était test de décrypte. Voilà, on va activer un environnement virtuel ici également. Ok. Ok, donc là on va commencer. On va d'abord lancer l'application
L'application, c'est, je l'ai nommé Z-Decrypt. C'est une simple application pour récupérer, donc pour décrypter, pour le décryptage. Maintenant pour le deuxième, on va également lancer. Hop. On va lancer le deuxième également. Ok. Donc là, j'ai les deux applications. Je vais placer comme ça, voilà, que ce soit un peu plus mieux. Ok. Donc je vais commencer par récupérer d'abord la clé à partir de la vision par ordinateur. Là c'est bon. Ok. Donc je vais à partir de mon téléphone. Donc je vais récupérer le code barre sur mon téléphone. Donc voilà le code barre du challenge. Donc je vais essayer. Il y a de la lumière qui dérange. Il y a la petite lumière là qui dérange. Est-ce que je peux positionner autrement? Okay, alors on va y arriver. Comme j'ai la lumière qui me gêne un tout petit peu, ça ne me permet pas de très bien visualiser. Ok, donc là je crois qu'il a été récupéré. Ok, donc il a pu récupérer dans le code. On va vérifier tout ça à l'heure. Donc je peux fermer dès à présent la caméra, je peux réduire tout ça. Et on va se rendre dans la console pour récupérer dans récupération de la clé. Dans récupération de la clé a bel et bien été récupérée. Voilà, dans la clé, on va récupérer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, on va copier ça et on va coller dans le deuxième logiciel qui a été codé dans. Vous avez là, entrer la clé à décrypter dans la clé qu'il va falloir décrypter. Donc je vais entrer là et je vais simplement cliquer sur récupérer le contenu et là il va récupérer simplement le message en clair. Donc là je peux copier ça, je peux même ouvrir un bloc-notes. Je vais ouvrir un bloc-notes ici. Allez hop. Voilà, je vais ouvrir un bloc-notes, je vais coller ça ici. Ok, on va essayer de voilà. Donc voilà en fait le message qu'il fallait récupérer dans le message brut. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres caractères. Bon, pour la plupart d'entre vous, j'avais donné des indices sur le fait que quand vous allez voir par exemple le point d'interrogation, ça va vous donner P. Donc le point d'interrogation sera en fait P dans le contexte Unicode. Lorsque vous allez voir par exemple un carré, ce sera O en fait. Lorsque vous allez voir un espace dans une chaîne, ce sera N. Et lorsque vous allez voir plutôt un I bien particulier en fonction en fait du sens de la phrase, ce sera plutôt un E avec un accent aigu. Donc s'il faut maintenant lire ça, on va plutôt dire rappelez-vous, j'ai dit le I, c'est le E accent aigu. Donc décrypte, dans le point d'interrogation ici c'est le P. Donc décrypte-moi si tu peux, dans point d'interrogation c'est P. Donc décrypte-moi si tu peux, pythoniste. Ensuite, on voit qu'il y a un espace, bon, ça ne sert à rien dans ce cas. Ensuite, on dit je te donne, donc je te donne un indice. Utilise le concept de vision par ordinateur. Voilà, le challenge est lancé. Donc, rappelez-vous, le I signifie simplement E accent aigu dans les chaînes de caractères Unicode. Donc voilà, en fait, la clé qu'il fallait récupérer, voilà. Donc on voit que là j'ai eu à créer dans deux solutions. Une première solution pour récupérer la clé enfouie dans le code QR. Et une deuxième solution que j'ai eu à développer dans Z-Decrypt qui va décrypter en fait la clé et récupérer le message en clair. Donc voilà ce qu'il fallait résoudre. Donc, dans la prochaine manche, on verra donc comment développer cette solution logicielle. Ok, donc on va se lancer. Donc ce que vous voyez devant vous, c'est simplement mon environnement de développement. Donc c'est PyCharm, donc ça me permet de développer le logiciel avec vous. Donc là j'ai le test Decrypt Data One qui est simplement mon environnement virtuel que j'ai à créer dans la console. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici. On va créer des dossiers qui vont nous être très utiles. Donc, je vais créer dans un premier temps un premier
Je vais appeler ça T. Je vais appeler ça T contrôleur. Donc là, j'aurai un T contrôleur. Ensuite, j'aurai un deuxième T contrôleur. Ensuite, T view. T view. Et un troisième dossier. Un troisième sous-dossier, un sous-répertoire que je vais appeler T media. Ok, donc pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui sont déjà initiés dans le développement des logiciels, rappelez-vous, un logiciel se construit sur la base de trois concepts. On a le concept de contrôleur, le concept de modèle et enfin le concept de vue, tout simplement. Donc le concept contrôleur va me permettre de contrôler le back-end de l'application dans le script. Le concept modèle va me permettre de gérer dans la base de données en arrière-plan. Et enfin le concept de vue va me permettre de gérer, comme son nom l'indique, la vue simplement de l'application. On parle également de template. Donc c'est pour ça que je crée donc ces trois sous-répertoires, donc T contrôleur, T media et T view. Bon, ici, comme j'ai pas forcément besoin, bon, T media ici va me permettre de récupérer, en fait. C'est simplement les médias dans les images. S'il y a de l'image à insérer dans l'application, je vais le faire sur la base des fichiers JSON. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc là, j'ai mes trois fichiers. En fait, mes trois répertoires autant pour moi. Donc, je vais dans le T contrôleur, dans le sous-répertoire T contrôleur, créer un fichier Python. Donc, que je vais appeler main. Donc, ça sera mon point de sortie. Donc j'ai ici le main. Ensuite je vais qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans TView. Dans TView je vais créer un fichier. Rappelez-vous, j'utilise une bibliothèque qu'on appelle Kivy, donc qui va me permettre de concevoir simplement des interfaces graphiques. Donc c'est cette bibliothèque qui va me permettre de concevoir l'interface UI de l'application pour le décryptage de la clé. Donc lui je vais l'appeler simplement layout. Donc je l'appelle layout. Ah, j'ai oublié un point que j'ai oublié de mentionner, layout.carré, sinon il va me dire qu'il ne reconnaît pas en fait l'extension du fichier. Ok, je vais faire un ok. Est-ce que ça va prendre? Ah non, il y a un souci. Donc il y a eu un souci, donc je vais d'abord delete ça. Bon, je reviens dans le TView, je vais relancer. Donc cette fois-ci je vais mettre la bonne extension, c'est KV. Voilà. Est-ce qu'il a bien, est-ce que ça a été géré comme il se doit? Ok, donc le fichier KV a été créé. Maintenant dans médias on va essayer d'ajouter pas mal de médias, on va essayer d'ajouter des médias qu'on pourra. Donc pour ce faire je vais simplement appeler le répertoire qui contient dans l'ensemble de tous les médias. Ok, donc pour cela on aura besoin, donc ça c'est des fichiers qui vont te permettre de déblurrer un tout petit peu l'interface graphique de l'application. C'est juste ça en fait. Ok, donc ce que je vais faire c'est que je vais copier donc déjà ces médias que j'ai à concevoir. Ok, et je vais simplement dans les coller donc je vais les coller dans, rappelez-vous, dans tes médias qui va contenir dans l'ensemble des médias. Voilà, donc je vais coller ça. Voilà, ok, c'est fait. Donc tous les médias sont déjà disponibles. Donc la preuve, on peut venir dans tes médias ici et vérifier que tous les médias sont disponibles. On a le background, on a le logo et voilà, et d'autres médias. Ok, donc ce que je vais faire ensuite, je vais supprimer ça. Donc là j'ai le main. En fait le main ne suffit pas parce que il va également falloir que je crée un deuxième fichier Python que je vais appeler layout en fait. T-layout, je vais l'appeler donc T-layout. Voilà, ok, et toujours dans médias je vais créer donc un dernier fichier JSON qui va me permettre de gérer dans les médias et les intégrer plus facilement dans l'application. Je vais l'appeler lui tmedia JSON. Voilà, tmedia JSON.
Ok, donc là le fichier a été créé. Je vais recommencer. J'ai comme l'impression que le premier n'a pas été très bien géré comme il se doit. Je vais l'appeler tdhout.kv. Ok, donc là ça va être très bien. Donc quand vous créez votre fichier KV et que ça vous affiche cette icône, ça signifie que la création du fichier KV a été réussie avec succès. Alors tout à l'heure ça nous donnait plutôt un fichier, on avait l'impression que c'est un fichier texte. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsque vous allez écrire votre code, la structure de votre code dans le fichier KV, vous aurez une syntaxe de couleur un peu particulière qui va vous permettre de mieux organiser en fait votre script. C'est également important pour la vue. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir dans le main ici. Voilà. Donc là, je suis dans le main. Alors, je vais commencer par créer mon point d'entrée. Donc je vais appeler pas mal d'outils. Donc dans un premier temps, je vais créer l'application qui sera ma porte de sortie. Donc là, j'importe simplement le md_app, donc il y a une classe qui provient de Kivy md.app qui me permet de pouvoir manipuler mon application, de pouvoir créer des fenêtres, initialiser le fenêtrage en fait. Ensuite, je vais appeler une autre classe, donc depuis le Kivy Core, une classe nommée Windows, donc qui me permet de gérer dans la fenêtre comme je disais tout à l'heure. À partir de là, je vais importer dans le Windows, voilà. Ensuite, le troisième qui sera simplement une configuration un peu particulière. Donc config, allez, config, je vais importer la classe config qui va me permettre à mon système, lorsque je vais lancer l'application, mon système devra reconnaître que cette application que je lance provient par exemple de la bibliothèque Kivy pour plus d'optimisation en fait. Mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé de mettre cette classe, donc c'est juste pour un problème d'optimisation. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la configuration de l'application. Je vais appeler dans la classe config et je vais utiliser dans une méthode qu'on appelle set qui va me permettre d'entrer les différentes configurations que j'utilise ici dans l'application Kivy. Donc je vais mettre Kivy ici comme chaîne de caractères et je vais simplement dire que moi j'utilise au niveau de ma fenêtre, je vais utiliser une icône je vais appliquer en fait une icône au niveau de mon application, au niveau de ma fenêtre. C'est pour ça que j'utilise dans le Windows icône. Voilà. Et troisième, je mets juste une chaîne de caractères vide pour dire que ok, ça suffit pour le paramétrage de la fenêtre au niveau de la barre des titres en fait de ma fenêtre. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe déjà. Donc je vais créer la classe qui va me permettre. Je vais l'appeler, comment je vais l'appeler, disons myApp, voilà. Donc je vais l'appeler myAppment, c'est mon point de sortie. Donc myAppment avec un petit m, je peux mettre un petit m, voilà. Et je vais dire que cette classe va donc hériter du md_app, donc j'appelle le md_app, voilà. Très bien. Et je vais appeler dans une méthode qu'on appelle le build, qui va permettre dans cette méthode qui va donc charger en fait tous les fichiers provenant, que ce soit des fichiers externes, que ce soit des configurations lors du lancement de l'application. Ok, donc dev build, donc comme son nom l'indique, c'est pour construire en fait l'application. Donc je vais appeler ici dans le set title pour dire que je vais donner comme titre d'application donc test. Donc je vais dire test encrypt tout simplement. Donc très bien. Donc maintenant il va falloir définir dans l'icône de l'application. Donc pour ce faire on va appeler l'attribut set icon. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, vu que le set icon c'est un média, c'est une image qui se trouve dans tes médias, rappelez-vous, donc ici j'ai le logo. Donc je voudrais incruster en fait cette image ici sur la barre ici de mon application. Donc pour ce faire, donc, je suis ici. Vu que tous mes images se trouvent dans le fichier
en fait dans le répertoire T-Media, je vais créer une structure JSON qui va me permettre de très facilement charger ces médias. Donc pour ce faire, donc là j'ai le T-Media JSON, donc j'ai déjà la structure qui a été générée. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec du Python, ça c'est simplement des dictionnaires. Donc là j'ai un dictionnaire, j'ai le premier dictionnaire qui a 2 dimensions. Bon, pourquoi je dis 2 dimensions? 2 dimensions tout simplement parce que j'ai une clé, j'ai 2 clés en fait. Un dictionnaire est composé d'une clé et d'une valeur. Donc tu as ta clé et tu as ta valeur. Là j'ai la première clé qui est Media Logo, et là j'ai la deuxième clé avec sa valeur. Donc tout ceci en fait c'est la valeur de la première clé qui a été générée ici. Bon, si vous regardez bien, il n'y a rien de vraiment compliqué là. Donc là j'ai simplement écrit une structure de code qui va me permettre de très facilement charger mes images dans le répertoire T-Media. C'est en fait ça. Donc il ne me reste plus qu'à charger. Donc mais pour faire ça, il va d'abord falloir que j'insère, que j'importe le module JSON. Voilà. Je vais créer ici un alliage, donc je vais mettre simplement J. Voilà. Et ici, je vais appeler donc je vais faire wish open. Hop, tac. Je vais appeler la route qui mène vers le fichier JSON. Donc dans T-Media, j'ai ici le fichier JSON, je fais un clic droit et je dis copy path. Je copie dans le chemin route, le chemin racine. Je vais copier ça ici. Donc, je fais ça, hop, voilà. Et je dis as k, bon, je vais l'appeler k arbitrairement comme ça. Et là, je vais dire data. Et je vais appeler, rappelez-vous donc, l'alliage que j'ai créé depuis mon module JSON. Bon, je vais utiliser une méthode qu'on appelle load qui va me permettre donc de charger donc k. Bon, tout ceci signifie quoi? Ceci signifie que vu que mes médias, je les ai structurés dans un fichier nommé tmedia.json, je vais les appeler un à un. Et pour ce faire, là j'importe simplement le module JSON qui va me permettre de charger ces fichiers. Et je crée un alias J. Voilà. Ensuite, il va falloir que je dise à mon système, que je dise en fait à Python que ces médias se trouvent dans un fichier nommé tmedia.json qui se trouve dans un sous-répertoire nommé T-Media. C'est justement pour ça que ça, c'est quand je dis wish open à l'intérieur, il va simplement définir. Donc je définis simplement la route qui mène vers le fichier JSON. Donc c'est cette route là ici. Et je crée dans et c'est ce fichier là, je vais l'insérer dans une instance qu'on appelle K. En fait, donc ça c'est simplement une variable qui va donc contenir qui sera une instance en fait de l'objet que j'ai eu à créer ici, que j'ai eu à insérer ici en tant que route. Ensuite là j'ai data égale j load k, ça c'est simplement pour charger en fait le fichier JSON qui contient en fait tous les médias que je vais ensuite stocker dans data. Voilà. Donc ici dans cette, et quand je vais faire un data, je vais appeler 2 doubles crochets. 2 doubles crochets, pourquoi 2 doubles crochets? Tout simplement parce que rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, on a un dictionnaire avec 2 clés. Donc il va falloir insérer dans les 2 clés ici en tant que chaîne de caractères. Donc le premier c'était T-Media logo, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite le deuxième c'était simplement 1. Donc on peut le vérifier. Et si on revient dans T ici, on va se rendre compte que la première clé c'est Media logo, la deuxième clé c'est 1. Donc c'est simplement ça. Donc quand je dis ça, quand je fais comme ça, quand j'appelle comme ça, lui il sait en fait que je suis où là, oups, j'ai fait une petite bêtise. On va devoir fermer ça pour ok. Donc là j'étais média, je vais relancer le T, je suis où, ment, en fait mon layout et mon layout.kv. Donc j'étais ici tout à l'heure, maintenant je suis dans le ment. Très bien. Donc quand j'appelle data Media logo qui prend 2 clés, donc Media logo est 1, je charge ça dans le self icon. Donc le self icon ici donc, normalement devra contenir l'image logo zdk.png tout simplement. Voilà. Ok, ensuite je vais il y a un truc que j'ai oublié, je vais charger. Donc je vais d'abord appeler une classe qu'on appelle builder. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il est depuis le line point build
builder. Voilà, je vais importer dans la classe builder. Dans la classe builder, ça me permet de charger en fait mes fichiers KV. Donc je vais faire dev. Donc je vais appeler une méthode. Donc je vais créer une méthode que je vais appeler load roll file KV. Voilà. Et ici, elle va me permettre d'utiliser la classe builder. Et je vais utiliser une méthode nommée load file. Load file qui va donc me permettre de charger facilement, très facilement, donc depuis les tmédia. Allez, hop, je vais y arriver. Tmédia, rappelez-vous dans le fichier racine en fait. Tmédia qui doit contenir le T, layout. J'espère que j'ai bien écrit. C'est pas Tmédia. C'est plutôt T-View. Voilà, on a fait une petite erreur. Donc, si vous faites comme ça, ça va vous afficher l'interpréteur, vous afficher une erreur. Va vous dire qu'il ne reconnaît pas en fait la route qui mène vers le fichier que vous voulez appeler. Donc là, je vais mettre un T. Donc c'est un T-View. Donc le T-View, c'est le, rappelez-vous, c'est le répertoire que j'ai créé ici tout à l'heure. Le voici. Et il contient le T-Layout KV. Donc c'est lui que je vais appeler ici. Donc T-Layout, je vais dire .kv. Voilà. Et c'est lui que je vais charger. Rappelez-vous, le début doit tout charger en fait. Donc si j'arrive à définir une méthode dans la classe MyApp, il faudrait que je le charge dans le début. Donc je le charge de quelle façon? Comme ceci. Donc j'appelle un self et je dis loud all file KV. Très bien. Et maintenant, pour définir simplement facilement la sortie, je vais dire à mon système que donc si il y a un name donc qui s'appelle, ici il y a un fichier qui prend le nom main.py tout simplement comme ça. Donc je vais dire, je vais créer ce qu'on appelle une instance. Donc je vais appeler celui-ci le objet app. Voilà, et il hérite du myAppMain. Voilà, je fais comme ça. Donc là je crée simplement un objet qui va une instance en fait de myAppMain, et ensuite je run l'application avec la méthode run. Voilà. Ok, maintenant on va attaquer le T-Layout. Donc ici, rappelez-vous, on a plus ou moins fini avec le point de sortie qui est le main. Maintenant il faut définir une autre classe ici qu'on va appeler. Donc, dans cette classe, je vais d'abord définir, je vais importer la classe Screen Manager. Donc, depuis Kili, je peux dire depuis Kili X Screen, importe-moi donc le Screen Manager. Et là je vais créer dans ma classe la classe donc qui va me permettre d'afficher qui va gérer en fait qui sera en fait la représentation de mon application tout simplement. Voilà, donc je vais l'appeler dans myLayout. Donc je vais appeler celui-ci myLayout, et dans lui va hériter du Screen Manager. Donc Screen Manager ici va me permettre, comme son nom l'indique, de gérer en fait les strings. Bon, moi j'aime particulièrement l'utiliser parce qu'il est très simple. Donc je vais l'utiliser comme ça. Je vais appeler simplement le constructeur ici init. Voilà, et ensuite je vais dire que la classe que je vais définir hérite de toutes les méthodes de la classe dont elle hérite, qui est ici le Screen Manager. Je vais appeler super. Et là ici je vais mettre, s'il y a par exemple plusieurs arguments à utiliser, je vais mettre un self quad, donc quad. Voilà, où je vais utiliser plusieurs arguments. S'il y a, au cas où il y a plusieurs arguments en fait, et au cas où il y a des arguments dans la classe Screen Manager tout simplement. Donc j'utilise ici quad. Voilà, ok. Ensuite je vais définir pour un problème de test, pour tester d'abord, pour voir si l'application fonctionne. Donc je vais simplement créer là une méthode qui va me permettre simplement d'afficher une sorte de notification. Donc une sorte de notification, une sorte de toast en fait, vous verrez. Donc je vais dire print simplement print message. Voilà, bon, print message simplement, voilà. Et lui donc je vais importer ici dans une classe nommée toast. Donc il est disponible depuis le KiliMD, je crois que c'est depuis, voilà, toast. Je vais importer la toast. Voilà, donc c'est cette classe que je vais utiliser. En fait c'est une méthode simplement, c'est une
qui va me permettre d'envoyer une chaîne de caractères où vous allez sur une forme de vue un peu particulière, vous verrez ça. Donc là, je vais dire test réussi, bref, ou bien hello world tout simplement. Donc le classique en programmation. On va dire les yellow world ici. Ok, très bien. Donc, ensuite, dans mon téléout, dans le téléout, je vais donc concevoir dans la hiérarchie de l'application. Donc je vais concevoir la hiérarchie de l'application. Donc pour concevoir la hiérarchie de l'application, donc je vais d'abord récupérer le nom de cette classe dans ma layout. Je vais copier ça et je vais insérer ici comme étant une classe générique. Okay. Une classe générique, et pour faire ça simplement, je vais définir. Donc pour ceux qui sont familiers avec le CSS, c'est pratiquement la même chose. C'est juste pour définir en fait la vue de l'application sous forme de hiérarchie de widget. Donc là on a un widget qu'on appelle string. Donc je définis un string ici, donc qui sera en fait l'écran, le premier écran de mon application. Donc je vais lui donner un nom. Je vais simplement l'appeler, je vais utiliser l'attribut name de string. Donc je vais l'appeler SC1 pour dire que c'est le string 1. Voilà. Je vais lui donner un identifiant. Vous verrez pourquoi je lui donne un identifiant. C'est pour facilement transférer en fait des informations du fichier KV vers le fichier .py. Donc je vais l'appeler ID, que ce soit un peu plus parlant. ID SE1. Bon, est-ce que j'ai besoin de définir? Bon, je vais également définir un size ici. Bon, je vais définir des proportions de taille. Size, bon, je ne vais pas définir proportion. Je vais dire qu'il n'y a aucune proportion pour qu'il puisse je puisse mieux personnaliser en fait la taille de l'application. C'est la taille de la fenêtre. Donc je vais appeler. Donc quand je dis row, ici est mis simplement pour la classe myLayout. Donc pour dire que je vais utiliser la même taille, la même largeur et la même hauteur que la classe myLayout, tout simplement. Voilà. Je crois qu'ici je vais appeler un bouton. Voilà, je vais ajouter un bouton. Donc pour ce faire, il y a plusieurs widgets qui te permettent d'appliquer des boutons. Donc moi particulièrement, je vais utiliser le MDRise button. Voilà. MDRise button, je vais utiliser ici. Bon, je vais un identifiant, je vais l'appeler button, tout simplement. Voilà, il va contenir du texte. On va l'appeler tester, quelque chose comme ça, simplement bêtement, c'est juste pour tester, pour voir si l'application fonctionne. Voilà, et on va définir ce qu'on appelle des proportions de position. Donc sous forme de pourcentage. Donc là, j'ai un center. Je vais appeler là le center x. Donc elle dit center x. En faisant des coordonnées, pour gérer la position, on a besoin de coordonnées x, coordonnées y. Donc je vais mettre 0.5. Donc quand je dis moi 0.5, c'est pour dire utilise 50% du centre en fait de la fenêtre en x. Voilà. Ici je mets center y. Toujours 50%. Bon, ici je vais désactiver dans les proportions de taille. Non, je vais mettre tout ça non pour pouvoir personnaliser en fait la taille du bouton. Donc ici je vais utiliser dans une métrique qu'on appelle le DP. Donc c'est une unité de taille de widget. Voilà, donc DP ici je vais prendre par exemple disons 45. Bon, je vais prendre 45 ici. Ensuite je vais utiliser dans une méthode onRelease et je vais dire que donc je viens dans le layout ici pour dire que chaque fois que je vais cliquer en fait sur le bouton, voilà ce que tu vas afficher. Donc tu vas me renvoyer dans le pre-message de la classe myLayout qui va afficher en fait yellow world à partir du top. Donc je suis dans le layout qui est ici, donc je vais appeler comme ça. Voilà. Ok. Donc je peux également appliquer des couleurs qui veulent. Donc je vais utiliser MDBG Color. Voilà. Donc MDBG Color pour dire que je vais définir en fait la couleur d'arrière-plan du bouton. Donc je vais par exemple utiliser une couleur rouge ici. Comme ça c'est du code alpha. Pour ceux qui ne connaissent pas, genre pour définir les couches de couleurs. Donc là je mets du 1 0 0 1 pour définir la couleur rouge. Ok. Ok, donc là c'est bon. Je vais revenir ici. Ok, donc
Pour dire que à chaque fois en fait que je vais cliquer sur le bouton, donc là j'ai un screen qui est l'écran en fait de l'application, et ici j'ai le M2 Rise button qui est en fait le bouton de l'application. Donc à chaque fois donc que je vais cliquer en fait sur le bouton, donc on release, pour dire à chaque fois que donc je vais cliquer, je vais relâcher. À chaque fois que je vais cliquer, tu vas me renvoyer dans la méthode print message qui appartient au root. Et rappelez-vous, le root ici c'est la classe générique que j'ai eu à instancier ici dans le fichier KV. Donc il va simplement venir ici, identifier dans la méthode qui appartient à cette classe et renvoyer simplement le test, en fait le test hello world. Ok, maintenant ça suffit pas, il faudrait que je dise à Python que comme point d'entrée, dans mon point de sortie ici qui est le main, tu vas utiliser cette vue. Donc tu vas utiliser la vue layout KV. Donc c'est ça que bon, j'ai défini ici. Maintenant il faudrait également que je dise que je dois appeler, rappelez-vous, my layout. C'est une classe qui est dans le fichier layout.py. Donc il faudrait que je situe ça à mon interpréteur. Donc dans le fichier de sortie, je vais importer dans from t, je crois que c'était contrôleur, si je ne dis pas de bêtises. From t controller.tlayout, importe-moi ici la classe myLayout. Voilà. Ok, donc c'est dans cette classe que je vais retourner dans le dev. Voilà, donc je vais retourner ici myLayout. Je n'oublie pas de mettre la parenthèse, sinon il y aura une erreur. Rappelez-vous, c'est une classe. Voilà, et il va simplement, bon, à chaque fois que je vais lancer le script, il va d'abord passer, c'est pour ça que je dis point de sortie, donc parce que il doit sortir par ce point. Donc il va passer par la classe myAppMain, qui est du MD-App, et il va regarder en fait les différentes instructions qui se trouvent dans le build. En fait, c'est la méthode qui va permettre de charger tous les fichiers. Donc il va définir dans le save title, il va définir le save icon ou l'icône de l'application, et il va également charger le fichier KV, il doit le reconnaître. Et il va retourner dans la classe myLayout. Donc c'est la classe qu'on va utiliser pour implémenter dans notre algorithme machine. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester pour voir déjà si ça fonctionne. Donc pour tester, on va lancer la console. Notre console, elle est où? C'était laquelle déjà? Vérifions ça. Ouais, je suis là. Donc je suis, rappelez-vous, toujours dans mon environnement virtuel test Decrypt Data One. Donc je vais dans un premier temps afficher dans tes contrôleurs, je vais me rendre dans tes contrôleurs, et hop, tes contrôleurs, dans tes contrôleurs, je vois qu'il y a dans le fichier de sortie qui est main. Donc je vais lancer le main. Je vais voir, bon, ok. Donc déjà, ouais, ils me disent que no such file or directory, tmedia.json. Donc il me dit qu'il reconnaît en fait la route, cette route qui mène vers le fichier JSON. C'est à la ligne 12 du fichier de sortie main.py. Donc on va aller dans main.py. Nous sommes à main.py à la ligne 12. Ok. Donc venons dans tes médias, il y a bien. Ok, donc essayons de mettre un slash pour voir ce que ça donne. Donc je suis bien dans tes médias. Dans tes médias, je me rassure que c'est bien tmedia.json. Donc c'est tmedia.json. Ok, je vais essayer de relancer pour voir ce que ça me donne. Ok, si jusque là ça me renvoie le même message. Alors, il me dit tmedia JSON. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème à ce niveau. Donc vérifions un peu où il y a problème. Bon, si ici je mets des points dans which open. Ok. Ok les amis, donc il suffisait simplement d'ajouter 2 points en fait. Donc quand je dis 2 points, ça me permet de créer un alliage de route. Donc sans forcément tout mettre en fait, le blablabla, tout mettre en fait la route complète qui mène vers le fichier. Donc je vais mettre 2 points comme ça pour dire qu'il y a une suite. Après, avant en fait le sous-répertoire tmedia. Je fais également pareil au niveau de la route qui mène vers le fichier KV. Donc maintenant, si là j'essaie de run,
Je vais effacer tout ça, je vais rappeler dans la sortie. Voilà, normalement ça devrait me donner une fenêtre comme ceci. Voilà. Et donc si je clique sur tester, ça me donne bien le Hello World. Donc l'application, le début de l'application fonctionne sans problème. Voilà, ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, vu que ça fonctionne comme il se doit. Donc, nous sommes dans le... j'ai plus besoin de me soucier en fait de la sortie. La sortie fonctionne. Donc maintenant, je vais plutôt me positionner sur le téléout. Donc, je vais me positionner sur le téléout. Ok, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par définir d'abord, ajouter, pas définir, ajouter en fait tous mes médias, tous les médias qui devront faire partie de l'application. Pour ce faire, je vais utiliser je vais ajouter des variables de classe ici, voilà. Avant, rappelez-vous, nos médias ou nos images se trouvent dans un fichier JSON. Bon, il va d'abord falloir les importer. Donc je fais import JSON dans le même processus que tout à l'heure dans le point de sortie. Donc je vais changer un peu de nom, je vais appeler L ici, il n'y a pas de souci. Ok, ensuite je vais charger dans Rich Open, je vais ouvrir hop, allez, tac, tac, voilà. Nous sommes dans, je vais appeler les trois comptes, dit que après, pour ne pas tout écrire en fait le chemin vers le fichier JSON. Donc ici j'ai un T-Media, voilà. Et dans T-Media, je charge dans T-Media.json, voilà, T-Media.json, as que je vais stocker dans une variable qu'on va appeler, appelons-la F par exemple. Et là, data, je vais appeler la data, je vais appeler F, je vais charger dans hop, c'est L, autant pour moi, log, et je charge dans le fichier JSON F. Et maintenant, là, à partir d'ici, je vais définir un premier que je vais appeler data media logo pour dire que c'est lui qui va contenir en fait le logo de l'application. Bon. Et contenait comme clé dans media logo et 1. Donc on a deux clés. Ensuite pour le deuxième, je vais l'appeler data, moi je vais l'appeler data encrypt, tout simplement. Encrypt égale data. Pour le deuxième, c'était quoi? On va aller vérifier dans le fichier JSON. Bon, nous sommes ici. Le deuxième c'était media. Ah bon, on a commencé par encrypt, donc on a m encrypt, donc on a media m encrypt et 1. Voilà, donc là c'est mieux vu. Donc ici j'ai media, c'est m encrypt dans un premier temps. Donc là j'ai m encrypt comme première clé et deuxième qui est 1 toujours. J'ai écrit un peu logique. Allez, hop, voilà. Le troisième fichier à charger, ce sera le mdcrypt. Je vais l'appeler mdcrypt. Donc, il est chargé depuis le data, première clé, media, mdcrypt. Ensuite, deuxième clé, 1 toujours. Allez, hop, je vais y arriver, voilà. Enfin, le dernier, qui est le background, donc on va l'appeler simplement data bg. Donc, data, et il contient comme première clé media bg simplement, hop, et comme deuxième clé 1 tout simplement, voilà. Donc là j'ai chargé mes variables de classe, les premières variables de classe. Ok, très bien. Maintenant ils sont chargés, il n'y a pas de souci. On va donc travailler un peu sur la vue de notre application. Donc on va travailler depuis le fichier KV, voilà. Donc dans le fichier KV, donc je suis ici, allez hop, voilà. J'ai déjà créé le string, le mdres button, etc., etc. Bon, pour que ce soit un peu mieux organisé, dans mon string, je vais appeler un mdstring.
Un MD string ici c'est simplement un widget qui provient en fait du module du package KiwiMD. Donc KiwiMD c'est une extension de Kiwi en fait pour avoir des widgets un peu plus personnalisés. Ok, donc j'ai ici média, je vais appeler le média string, MD string, qui est lui ici. Je vais d'abord dans un premier temps retirer les proportions de taille pour pouvoir mieux personnaliser la taille de mon fichier, en fait la taille de mon widget. Donc là j'ai un size, donc je vais définir le size, je vais utiliser le même size en fait, dans le même size que le string. Bon, et ici regardez très bien la hiérarchie des widgets. Donc vous avez des widgets au fur et à mesure, il y a une indentation qui se crée. Donc vous avez là par exemple le MD string et le string. Donc c'est pour dire que le MD string en fait est l'enfant du string. Et le string ici est l'enfant de la classe générique qui est ManDayHelp, qui est la classe que j'ai déjà eu à définir dans le TLHelp qui est ici en fait, qui est du string manager. Donc ici j'ai dans le dans mon fichier KV, j'ai dans le MD string qui est l'enfant du string. Donc le string ici est le père du MD string. Donc ici je vais pour dire que pour définir la même taille que le père, je vais utiliser l'identifiant en fait. L'identifiant bon, de la mère, bon, je l'appelle la mère, on le diffère. Il veut dire qu'il aura la même largeur, donc c'est DTH, du 8, voilà. Et il aura également la même hauteur. Voilà. Maintenant, je peux définir un MDBG color. Donc, pour définir la couleur d'arrière-plan, je peux définir quelle couleur. Je vais prendre du noir. Donc, pour le noir, c'est du 0, 0. Et on va définir, on va réduire un peu l'opacité. En utilisant, on va mettre 0.5 pour dire utilise 50% de l'opacité. En fait, ça c'est la couleur cette couche-ci. Donc cette disposition c'est 0001. Je peux dire que je vais utiliser une couleur noire. Maintenant pour diminuer en fait l'opacité de la couleur noire, je me positionne, je me penche sur la dernière couche et je dis utilise 50% en fait. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Bon, je vais mettre à 75%. Voilà. Ensuite, je vais importer une image. Donc je vais utiliser pour importer l'image, je vais utiliser la classe le widget image qui utilise comme attribut source pour définir en fait la source d'où provient en fait le média. Donc là je vais mettre un route, donc data c'est data en fait vu que c'est le background, donc c'est data média. Vérifions encore ensemble dans le fichier .py on a défini databg, c'est plutôt databg. Ok, donc c'est la databg, ok, sans problème. Je n'oublie pas de retirer en fait les proportions de taille en disant non en largeur et non en hauteur. Donc là ça me permet de définir une taille sur l'image, et pour ce faire je vais utiliser la même taille que le premier. Donc road width, dans road width et road et tout simplement et j'ai acheté très bien. Ok, donc ça c'est pour l'image. J'ai oublié de définir également les proportions de position. Donc je vais centrer tout simplement par rapport je vais centrer en X. Donc 50%, tu centres à 50% en X et tu centres également en 50% en Y. Donc je vais mettre ici 0.5 pour dire 50% également. Ok. Ensuite, bon, déjà on va tester pour voir déjà ce que ça donne, parce que il peut arriver que ça ne donne pas. Allez, je vais effacer tout ça et rappeler le point de sortie. Ok, donc vous voyez qu'il y a un souci et un problème. Donc malgré le fait que j'ai appelé, j'ai eu à normalement devrait vérifier ici. Ok, donc maintenant on va essayer de relancer. Je vais effacer tout ça, voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Ok, très bien. Donc on a pu ajouter dans le background au niveau de l'application. Très bien, ça fonctionne. Maintenant, revenons ici dans layout calé. Ok. Donc l'image a bel et bien été chargée dans le databg. Donc, et un truc, n'oubliez pas d'ajouter donc pour chaque route que vous aurez à définir, n'oubliez pas d'ajouter le 2 points
slash avec le répertoire le sous-répertoire qui contient le fichier en fait que vous voulez utiliser. C'est très important, sinon le système, l'interpréteur va vous dire qu'il ne parvient pas en fait à retrouver en fait le fichier qui appartient à tel répertoire. Donc à chaque fois il faut mettre deux points comme ça pour dire que c'est une suite en fait. Ok, donc maintenant si on revient dans le layout KV, on a bien ajouté notre MD string, on a également notre MD rest button. Maintenant on va ajouter d'autres choses. On va ajouter dans un flow layout, donc on va ajouter plus de layout, donc plus de widgets dans notre configuration, dans notre interface. Ok, donc dans le MD string, on va ajouter ici le logo. Au niveau du MD string, je vais ajouter dans une image le logo. Donc je vais le mettre au même niveau. Est-ce que je peux le mettre au même niveau que... Ok, je vais le mettre au même niveau que l'image. Je vais simplement appeler le MD float. Je vais appeler, on va dire qu'on appelle le MD float. Je vais l'écrire. MD float layout. Voilà. Bon, ici, il y a un L, que c'est une classe. Donc, un widget avant tout, c'est une classe. Bref, faites très attention. Il faut respecter la casse. Donc j'ai un MD float layout ici. Je vais également désactiver les proportions de taille. Donc je désactive les proportions de taille. Je définis dans les proportions de position. Donc pose in. Voilà. Alors ici, je vais appeler donc. Je vais également centrer donc en X 50%. Ici, je vais également, bon, je vais utiliser toujours 50% pour voir ce que ça donne. Allez, top, hop. Ok. Je vais utiliser une taille. Donc, vu que j'ai retiré les proportions de taille, pour mieux personnaliser la taille en fait de mon widget. Donc, je vais utiliser une métrique ici. Donc, je vais dire, pardon. On va dire, utilise-moi 500 par 500. Bon, 500 par 500. 500 en largeur et 500 en longueur. Voilà. Et toujours à l'intérieur, je vais utiliser une image, la classe image. Donc, qui prend comme attribut, et hop, une source pour aller chercher les fichiers. Donc, c'est dans le groupe. Vu que c'est le logo que je vais utiliser, donc je vais utiliser data logo. Je me rassure que c'est bien ce que j'ai défini dans ma classe, dans la classe. Vous voyez que c'est plutôt data media logo. Faites très attention, il faut toujours vérifier en fait. Voilà, c'est data, voilà. Donc j'ajoute ici les proportions de position. Ok, donc là j'ai un center X. Donc je fais toujours pareil, hein. Donc, ensuite, en fait, moi je centre toujours à 50% pour voir ce que ça me donnait comme rendu. Ensuite, je peux modifier au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais center Y, je suis toujours centré. Voilà. Et comme d'hab, on n'oublie pas de désactiver les proportions de taille. Donc, on n'aura aucune proportion de taille pour mieux personnaliser la taille de l'image. On aura une métrique ici de, on va dire 180. Donc, je vais utiliser 180. Allez, 180 par 180. Voilà. Je vais essayer de faire descendre un peu plus bas le MD rest. Donc, je vais mettre à 10%. Centré par rapport à la hauteur. Ok. Maintenant, je vais essayer de relancer. Je vais passer tout ça. Je vais relancer le point de sortie. Pour voir un peu ce que ça me donne. Voilà. Ok, donc là j'ai bien ajouté le logo. Maintenant moi je voudrais que le logo soit un peu plus au-dessus. Donc pour qu'il soit plus au-dessus, je vais simplement positionner sur le center Y. Donc ici. Et je vais dire que tu vas essayer de remonter un peu plus haut. Donc tu vas utiliser 75% en fait. Tu vas remonter à 75% par rapport à la hauteur. C'est pour ça que je mets 0.75. Donc maintenant si je reviens pour relancer le point de sortie. Ok, là ça a essayé de remonter un peu plus haut, mais
que ça remonte, il va falloir que je retire en fait les 50% et que je mette, donc je vais utiliser toujours 75% ici. Je vais essayer de remonter, voilà. Donc là je crois que ça devrait me donner un logo. Là c'est trop remonté, donc au lieu de mettre 75, on va plutôt dire redescend un peu à 70% par rapport à la hauteur. Ok, je vais effacer tout ça. Allez, hop. Donc ok, donc là c'est à peu près remonté comme on voulait, mais non, on ne voudrait pas en fait que il se touche en fait avec le background qui a été défini un peu plus bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire. Donc on peut réduire simplement la hauteur de celui-ci. Donc si j'essaye de réduire la hauteur de celui-ci, je mets par exemple à 100 pour voir un peu ce que ça me donne comme rendu. Qu'est-ce que ça peut me donner? Ok. Donc là, ça a été réduit. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, il ne touche plus en fait le background. Donc c'est bon. Maintenant, vu qu'on a défini le MD Flag Layout avec l'image, donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier, vu que je vais également appliquer deux images. Donc je vais copier ça et je vais faire comme si je mettais en fait les deux au même niveau que... donc je vais définir comme ça, je vais coller ça. Je vais coller ça deux fois. Vous allez comprendre. C'est pour mieux modifier en fait, pour ne pas réécrire du code. Donc là j'ai le premier. Donc c'est data VG. Bon ici on a data, ça commence à partir d'ici. Donc voici ce que j'avais à copier. Donc ce que je vais faire, celui-ci va descendre en fait de 30%. C'est pour ça que je mets 0.3. Donc pareil pour l'image. Donc je fais 0.3 ici. Et celui-ci va redescendre de 20%. Voilà. Ensuite on va voir le rendu que ça donne pour avoir voilà. Ok, et je ne peux pas de changer dans le nom du média. Donc je crois qu'ici c'était data, si je ne dis pas de bêtises, data m encrypt. Encrypt, je crois que c'était ça. Bon là il est à 100 et ici c'était dans data m decrypt. Donc rappelez-vous des variables de classe qu'on a simplement définir ici, il faudra se rassurer plus. Donc là on a un data m ancré et on a un data m decrypt, donc ça passe. Ok, donc là c'est bon, ici c'est bon. Maintenant je vais essayer de voir un peu le rendu. Ah, il me dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? À la ligne 31. Ah ouais, il y a un problème des notes. Allons-y. En fait, il y a un problème de notation ici. Il doit être à l'intérieur en fait de... Ok. Donc, je vais simplement créer une indentation. Voilà. C'est ça même c'est la caractéristique majeure même en fait de Python. L'indentation. Lorsque vous faites une erreur, alors là, il commence un peu à douter. Donc je vais relancer dans ça. Ok, donc là ça devrait fonctionner. Dans les deux images, encrypt et decrypt sont bien là, mais il y a un problème d'alignement. Donc c'est ça qu'on va donc gérer à ce niveau. Donc on voudrait que encrypt et decrypt se placent un peu plus à gauche de la fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer. Donc je vais revenir ici. Donc là j'ai data media. Bon ça ne m'intéresse plus. Donc ce qui m'intéresse c'est dans un premier temps le MD Flag Layout du data m encrypt et le MD Flag Layout du data m decrypt tout simplement. Ok, donc comme je voudrais simplement que les images m encrypt et m decrypt se placent un peu plus à gauche de la fenêtre, alors je vais simplement changer le paramètre center x. Voilà, et je vais mettre un peu plus à gauche. Donc je vais mettre par exemple 20% à gauche en x et je fais pareil ici également. En fait le souci c'est que bon, je vais pour éviter ça, je vais utiliser la même taille en fait, que ça me dérange pas. Je vais utiliser les mêmes proportions de taille sur le parent en fait. Il y a un truc que j'ai même oublié. Normalement j'ai pas forcément besoin en fait du MD Flag Layout. Non. À chaque fois en fait, vu que le layout vous permet de gérer en fait
l'alignement dans votre espace, dans un espace. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser par exemple vous allez insérer des widgets comme des boutons, des images, il faudrait appliquer comparant en fait un layout pour mieux redimensionner, en fait pour mieux disposer les éléments dans l'espace. Donc j'ai forcément pas besoin de ça, donc mais dans des projets un peu plus concrets, un peu plus sérieux, il faudrait penser comme ça. Et c'est pas seulement dans Python, c'est pas seulement avec Kivy. Même lorsque vous travaillez avec d'autres technologies comme du JavaScript, etc., ou alors Flutter, vous avez un parent et vous avez un fils. Donc les fils doivent être, à chaque fois que vous avez des widgets comme des images, des boutons, il faudrait les insérer dans un layout. Ça peut être maintenant un float layout, un bot layout, etc. Donc ça dépend. Mais du moment que c'est un widget de type bouton, image, etc., il faut toujours penser à les insérer en tant que fils dans des layouts parents. Donc je vais donc supprimer, bon, j'ai pas besoin de ça. Si par exemple je voulais définir cette image ici, celui-ci en tant que fils dans le MD float layout ici, il me suffisait simplement de créer de l'indentation, rappelez-vous. Donc je crée de l'indentation comme ça pour dire que celui-ci sera à l'intérieur de celui-ci en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça le truc. Ok. Donc je vais d'autant plus supprimer les dispositions. Là je vais supprimer toutes les dispositions ici. Je vais laisser uniquement image et image en fait. L'image qui contient le data encrypt et l'image qui contient le data decrypt. Donc je vais, vu que j'ai besoin d'aller un peu plus à gauche, je vais réduire en fait le pourcentage de 20% pour voir à peu près ce que ça me donne. Donc ici je suis à 3 et ici je suis à 2. Je vais essayer de descendre encore un peu plus bas. Bon ici je vais essayer de remonter de 40% et ici je reste à 20%. Ok, maintenant si je relance, donc je vais essayer de relancer ça. Ok. Et je vais voir ce que ça me donne. Ok. Donc là vous remarquez que dans là l'alignement est très bien respecté. Bon, jusque là ça ne va toujours pas. On va essayer de les pousser un peu plus à gauche, donc de les positionner à ce niveau. Donc, on va d'autant plus réduire dans le pourcentage. Donc vu qu'ici c'était à 20%, je vais réduire ça à disons 15%. Donc 0.15 et 0.15 également ici. Maintenant je relance le rendu. Donc rappelez-vous ici, on gère d'abord la vue de l'application, on n'a pas encore commencé à gérer l'algorithme de décryptage de la donnée. Donc on gère d'abord la vue, voilà. Donc ici donc j'ai encrypt et j'ai décrypte, très bien. Donc maintenant ici on va ajouter dans des champs. Donc déjà on va retirer le test ici, on va plutôt ajouter quelque chose d'un peu plus palpant, d'un peu plus parlant. Donc au niveau vu que je suis sur le MD Red Button qui est la couleur dans rouge, dans 1.0.01, on va changer le contenu du texte. On va dire plutôt décryptage, c'est mieux. Décryptage, ben, je vais dire décryptage ici. Voilà, décryptage, il y a accent aigu. Donc je dis décryptage ici. Ok. Il est déjà un peu plus bas, ça va. Maintenant, on va ajouter dans ce qu'on appelle des champs. Voilà. Donc, quand je dis champ, c'est un peu comme dans un formulaire. Vous avez un formulaire avec des champs, nom. Il va falloir remplir des données. Donc, c'est simplement pour insérer en fait de la donnée. Généralement, c'est du texte. Insérer du texte dans un widget. Donc, le type de widget qu'on va utiliser sera ce qu'on appelle un file. En anglais, ça signifie champ simplement. Un champ d'entrée de données. Donc, pour ce faire, on va revenir un peu plus bas ici. Je vais ajouter ça. Je suis au même niveau que image, que les classes images. Donc, je vais ajouter ça au même niveau que les classes images. Donc, je vais appeler donc ce qu'on appelle le MD-test file. Donc, je vais utiliser un widget qu'on appelle MD-test file. Donc, c'est disponible dans la documentation. Donc, je fais MD-text, un F majuscule, vu que je l'ai dit. Un widget est considéré comme une classe. Très bien. Donc, il aura quoi comme attribut? Il aura déjà dans un premier temps un identifiant, très important, parce que on aura la possibilité de on devra, même pas qu'on aura la possibilité, on devra récupérer. Il va falloir qu'on récupère en fait le contenu du champ, vu que on va récupérer la clé primaire qui est enfouie dans le code barre et on va le coller dans ce champ. Donc, il est très important. Et pour récupérer dans la valeur de ce champ là qui est du texte,
il va falloir l'identifier à partir d'un ID. Voilà. Bon, on va appeler l'ID, que ce soit simplement parlant, text file. Je vais l'appeler encrypt pour dire que c'est le texte encrypté. C'est la clé en fait. Dans l'idée, et ici, je vais définir ce qu'on appelle un int, dans un int text, qui va me donner une brève description sur le type de données à entrer en fait. C'est très important. Alors, vous allez voir par exemple, on vous dit entrer par exemple tel champ, entrer telle donnée que ça. Alors, nous on va dire entrer. On va dire ici entrée, tac, ok, très bien, entrer le texte, ou alors la clé, entrer simplement la clé, voilà, la clé cryptée, entrer la clé cryptée, voilà, la clé cryptée, très bien, on va mettre 3 points, ok, donc troisième, on va utiliser un mot qu'on appelle file, donc file, donc c'est file, c'est pour dire qu'on va remplir en fait, notre file sera rempli avec une certaine couleur. Donc on va utiliser le mode file, ce qui va nous donner la possibilité d'utiliser le fill color. Donc on aura la fill color et on va donner dans comme couleur du blanc. Donc le blanc généralement c'est le 1 1 1. Maintenant comme on va réduire en fait le pourcentage, on va prendre plutôt 85% de la couleur du champ. Donc, on aura un blanc un peu avec une opacité un peu réduite. On va utiliser fill color. On n'oublie pas dans les proportions de position. Donc le pose int. Voilà. Ok. Donc dans un premier temps, je vais d'abord centrer comme d'habitude, puis revoir en fait les paramètres en fonction de la position dans l'espace. Donc là, j'aurai un center y. À 50%. Bon déjà, à partir même, vu que, bon, vous allez comprendre, vu que je veux, le premier MD-Tag file doit être sur la même hauteur que le data M, que l'image ici en fait. Or, cette image ici se trouve en Y à 40% en fait de Y, donc je vais utiliser le même pourcentage. Donc, et puis il suffit simplement, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc je vais, au lieu de mettre 0.5 ici, je vais dire utilise 40%, donc utilise le même pourcentage au niveau de Y centré. Ok, donc lorsque j'ai dans ceci, j'aurai également besoin de retirer, bon, je vais utiliser dans tac, les proportions, je vais utiliser 50% des proportions de taille sur la largeur, et je vais utiliser aucune proportion de taille sur la hauteur. Donc la hauteur sera définie automatiquement par l'interpréteur. Ok, donc maintenant si j'essaye de faire, je cherche un oublié. Maintenant si j'essaye de but pour voir quel rendu ça me donne. Ok, on voit que là, cette fois-ci j'ai un champ, mais le champ n'est pas très bien en fait, il se situe, il est très recollé en fait à l'image qui a été définie ici. Donc je vais créer un peu de l'espace entre les deux et je vais faire redescendre un peu plus bas au niveau des Y. Donc je vais prendre, prenons par exemple 35. Si on dit 35% pour voir un peu près ce que ça nous donne. Bon, même pas 35, prenons 38%. On va un peu tâter de façon aléatoire, mais de façon un peu plus rapprochée. On va utiliser simplement un pourcentage un peu plus rapproché que le pourcentage qu'on a eu à définir ici. Donc là, j'ai 0.38. Donc là, j'ai géré la hauteur. Maintenant, il faut également gérer la largeur. Donc, 0.5 ne suffit pas, il va falloir créer, on va ajouter un pourcentage un peu plus important, disons peut-être 70%. Ok, si j'ajoute 70% par rapport à l'image, qu'est-ce que ça me donne? Ok, donc je vois qu'il y a de l'espace qui a été... Ok, donc on met à 38% en Y. Bon, ok, donc là c'est bon. Donc, comme ça respecte déjà les proportions, on va simplement copier ceci et coller un peu plus bas. Ensuite on va modifier les proportions de position, voilà, avec le contenu. Donc, ici ce sera text file decrypt. Voilà, le premier c'était encrypt, là c'est decrypt qui va simplement afficher en fait le message en clé dont on a besoin. Donc ici on n'aura pas besoin du int, donc on va effacer ça, du int text. Pour les instructions, bien évidemment, on n'aura pas besoin de ça. Comme file color, on va laisser en file color, on va laisser le même mode. Au niveau des proportions de position,
Ici, on est à 70% à X par rapport au centre de la fenêtre. Donc, ce qu'on va faire, on est à 70%. Déjà, je vais essayer, donc, je vais modifier simplement aléatoirement comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, ici, je suis à 38% par rapport à la hauteur. Donc, je dois me situer sur la même hauteur que le décuple qui est là. Donc, je vais mettre ici, simplement, on aura 2. Donc, on aura 20%, 0.2 pour dire 20% en fait. Dans les mêmes proportions de position par rapport à la hauteur que l'image Data M Decrypt. Ok, maintenant, au niveau de la largeur, il faudra également, donc, on met du 0.7, donc ça ne change pas. Ok, donc maintenant, si on bulle, je vais passer ça, elle est propre. Si on bulle, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme rendu? Ok, donc là on voit que j'ai bien ici dans le champ. Ok, donc on va simplement essayer de faire un peu rentrer, on va créer de l'espace entre celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci va un peu revenir plus en dessous. Ok, donc je vais effacer ça. Allez hop, et comme ici on avait 2, on va mettre disons 18 pour diminuer un tout petit peu le pourcentage. Ok, maintenant si je relance. Ok, on voit que c'est descendu. Ok, très bien. Voilà. Donc, la vue de l'application, elle est bonne. On a bien un logo au niveau de la barre des titres, un texte au niveau de la barre des titres. On a le logo et on a le BG dans le background. On a les différentes images pour identifier quel est le message encrypté et quel est le message qui sera décrypté tout à l'heure. Donc là, on a une instruction dont je peux entrer n'importe quoi là. Donc ici, on aura simplement, après avoir récupéré dans la clé encryptée, on va coller ça ici. Et voilà, on pourra en récupérer à partir d'ici. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'algorithme. Et pour déclencher l'algorithme, il faudra cliquer sur décryptage. Donc tout devra donc, rappelez-vous, quand je clique sur décryptage, ça va normalement afficher Hero World. Donc on va modifier ça, le fait que ça doit afficher Hero World. Et on va donc, rappelez-vous, donc dans le MD Rest button, je suis dans print. Ce n'est plus le print message dont on a, bon oui c'est print message, vu qu'on veut afficher en fait le message de la clé encryptée. Ok, donc je reviens simplement dans le layout. Et ce qui va m'intéresser ici, donc c'est cette méthode ici. Voilà. Donc ici, je vais d'abord retirer le error. On va plutôt dire chargement du processus. Bon, on peut dire chargement du processus. J'espère que j'ai bien écrit. Allez, hop. Ok, donc chargement du processus. Voilà. Et ici, on va définir on va définir simplement l'algorithme affine. Voilà. Donc je vais définir l'algorithme affine. Ok. Donc avant de continuer, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord essayer de se pencher un peu, essayer de comprendre ce que c'est l'algorithme affine. Donc quand j'ai algorithme affine ici, c'est simplement une méthode de cryptographie donc qui est basée en fait sur un chiffrement par substitution mono-alphabétique. Donc c'est-à-dire que ici la lettre d'origine en fait n'est remplacée que par une unique et autre lettre en fait. C'est pour ça qu'ici on va voir, vous allez comprendre, on va parler de concept Unicode. Donc j'ai par exemple A, il voudrait avoir l'équivalent, un équivalent de A dans son format Unicode par exemple. Donc contrairement au chiffre de il, donc il s'agit d'un code en fait qui est simple à appréhender, donc mais qui est aussi bon l'un des plus faciles aussi à casser. Donc c'était pas vraiment quelque chose d'assez, et généralement on n'utilise même pas, on n'utilise plus en fait. Bon, il y a certaines structures qui utilisent toujours ce type d'algorithme, mais qui peuvent également modifier leurs paramètres. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des coefficients ou alors des clés pour la gestion de ce type d'algorithme là. Voilà. Donc le principe est simple. Donc, on commence d'abord par remplacer en fait chaque lettre par son rang dans l'alphabet. Ensuite on commence au rang 0. Donc certaines variantes donc on commence au rang 1 si on veut. Donc on a donc deux entiers.
Bon, généralement c'est 2 entiers, oui. On peut également partir sur 3 entiers si on veut, ça dépend de la complexité de la chose. Bon, on a donc 2 entiers ici qu'on peut définir K1 et K2 par exemple. Donc choisis comme clé ou alors comme coefficient si on veut. Donc ici chaque lettre clé, donc elle dit chaque lettre clé, donc c'est chaque lettre du message clé ou du message brut. Donc le texte brut c'est simplement le texte dont on veut récupérer depuis la clé cryptée. Donc chaque lettre ici donc sera d'abord remplacée donc par son équivalent numérique, comme je vous l'ai dit, par son équivalent numérique X, donc son équivalent unique code en fait. Puis il sera chiffré donc par le calcul du reste donc de ce qu'on appelle une division euclidienne. Donc la division euclidienne par le nombre de caractères qu'on aura défini. Maintenant ça dépend. Est-ce il s'agit simplement d'une table alphabétique? Est-ce qu'il s'agit d'une table ASCII? Pour le cas de la table alphabétique, on partira sur un module 6, dans mode 6. Pour une table ASCII, on partira par exemple sur 128. Donc sur 128 caractères, dans les 128 premiers caractères. Donc c'est ce type de paramètres là que nous on va utiliser à ce niveau. Donc et on aura donc qu'on va appliquer dans sur l'expression. Quand on dit expression affine, c'est simplement une expression ax plus b en fait. Donc où on a ax plus b modulo 128 dans le cas où on utilise une table ASCII. Voilà, donc c'est ce qu'on va implémenter ici. Donc pour ce faire, vu que j'ai défini ici dev print message, donc pour afficher un message, bon, pour que ce soit un peu par là, au lieu de dire print message, je vais dire push, je vais dire ici push process. Voilà, c'est mieux par là. Et quand je mets push process ici, il faudrait également que je modifie. Puis rappelez-vous, c'est plus la même fonction, c'est plus la même méthode en fait. Donc je dois également actualiser. Voilà, ok. Donc je vous disais tantôt, on va d'abord définir, je vais vous expliquer, je vais écrire en fait un script qui va implémenter d'abord le fait d'encrypter le caractère et le fait de décrypter, de déchiffrer en fait la clé. Donc on va écrire une simple méthode qui va nous permettre d'encrypter. Donc on va l'appeler, donc là on va d'abord encrypter le caractère. Donc on va encrypter chaque caractère, rappelez-vous, on encrypte chaque caractère du message brut. Donc là je vais appeler celui-ci encrypt char, voilà, et prend en paramètre non seulement le self mais également char ou dire un caractère dans la chaîne de caractères qu'on a défini. Et je vais donc définir ici, donc je peux même définir directement dans les variables de classe pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc comme variable de classe, je vais définir ici les coefficients. Donc rappelez-vous, donc j'ai K1 ici et j'ai K2, voilà. Et je vais les appeler, non, je n'ai pas besoin de faire ça, non, c'est plutôt le d'ailleurs. Je dois d'abord définir en fait, donc je vais appeler celui-ci d'ailleurs et je vais dire que lui en fait c'est le nombre de caractères que je vais utiliser. Or, je vous ai dit que je vais utiliser une table ASCII ici, donc j'ai besoin de 128 caractères de la table ASCII. Les 128 premiers caractères de la table ASCII. Et ici, j'aurai ce qu'on appelle des clés ou des coefficients. Voilà. Donc, ce sera ici un tuple. Non, un tuple, c'est ça. Un tuple, c'est un peu l'équivalent d'une liste. Sauf que ici, le tuple, on ne peut pas modifier en fait. Donc, il est, comment dire, on ne peut pas le muter en fait. On ne peut pas le modifier. Voilà. Donc, ici, je vais prendre aléatoirement bon, 7, 3 et 55 comme valeur. Voilà. Donc, rappelez-vous, pour ceux qui travaillaient sur le challenge, je vous ai donné comme indice, comme paramètre, comme coefficient, je vous ai donné 7, 3 et 55 pour pouvoir déchiffrer en fait la clé. Et je vous ai également donné 128 comme premier caractère, en fait comme nombre de caractères de la table ASCII. Donc pour ceux qui avaient déjà un peu plus évolué dans la chose. Ok, donc après avoir défini ces variables de classe, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir simplement dans le encrypt char et on va donc commencer à écrire l'algorithme. Donc là je vais définir déjà des sous-coefficients. Donc je vais définir K1, K2 et K3 par exemple. Voilà. Et ici ce sera, je vais appliquer ça au set d'AI. En fait,
c'est self key plutôt. Voilà, self key. Rappelez-vous que bon, key en fait c'est un tuple qui contient 3 valeurs. Donc quand je mets comme ça, c'est pour dire que le self key là qui contient déjà 3 valeurs dans le tuple seront affectées à chacune des variables que j'ai définies un peu plus à gauche dans les L values. Ok, donc là maintenant je vais retourner. Qu'est-ce qu'il faut? Non, une indentation. Voilà, tac. Donc, qu'est-ce que je dois retourner? Je dois retourner, rappelez-vous. On a dit qu'est-ce qu'on voulait en fait? Vu qu'on travaille sur le chiffre affine, en fait l'algorithme affine, on doit avoir une représentation sous la forme d'une équation affine du genre ax plus b modulo n. N ici étant par exemple le nombre de caractères de la table ASCII. Or ici nous avons 128, les 128 premiers caractères. Donc on va essayer d'interpréter ça, ou alors de générer ça, ou alors d'écrire en fonction de l'équation affine. Donc on va retourner ici. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner un char. Allez, je vais faire tac, retourne char K1. Voilà. Je dis K1 que tu vas multiplier. Tu vas multiplier par qui? Tu vas multiplier par la représentation Unicode du caractère qui se trouve dans la chaîne de caractères, en fait, le caractère du message en clair. Je sais pas trop. Donc, pour que vous compreniez, si je dis je prends par exemple maison, n'est-ce pas? Maison, c'est le texte brut, c'est le message clair. Maintenant, dans maison, on a combien de caractères? On a M, on a A, on a I, on a S, on a O et on a N. Ça nous fait 6 caractères. Donc, on va récupérer chaque caractère de la chaîne. Donc, quand je dis chaîne, c'est maison en fait. On va récupérer chaque caractère de la chaîne et on va donner son équivalent Unicode. Donc, c'est pour ça que je dis ordre. Donc, quand je mets ordre comme ça, et que si je dis ordre char, voilà, je dis ordre char, que je vais ensuite additionner par le deuxième coefficient. Rappelez-vous, on a AX plus B. Donc, AX plus B modulo. Pour utiliser le modulo ici, c'est pourcentage. Modulo qui? Modulo self die. Donc, modulo self die. Donc, self die ici qui contient ce qui est simplement qui est 128 en fait. Les premiers caractères de la table ASCII. Ok. Voilà. Donc voilà ce que je vais j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de parenthèses. Bon, ok. Donc voilà ce que j'aurais à retourner. Donc c'est ça en fait qui est le petit script, le petit algorithme de l'équation affine que je vais interpréter à ma manière. Donc j'ai K1 fois ordre char. Le K1 c'est le premier paramètre, c'est A. X c'est la représentation Unicode du premier caractère, en fait de chaque caractère. Donc je mets ordre char pour transformer simplement le caractère qui sera validé en sa représentation Unicode. Ok, très bien. Donc maintenant que c'est fait, on va ensuite appeler une autre méthode. Donc là on a encrypté le caractère. Maintenant il faudrait qu'on encrypte en fait la chaîne complète. La chaîne complète. Donc ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va appeler, donc, je vais créer ici une méthode encrypt là, et qui va prendre en paramètre un string, donc pour encoder complètement la chaîne de caractères à partir du encrypt char. Ok. Donc ici je vais simplement retourner, je retourne quoi? Donc je vais retourner l'ensemble des caractères qui ont été encodés. Donc je vais mettre un espace comme ça et je vais dire que tu vas me joindre. Donc la méthode, la fonction native joint ici va simplement me permettre de joindre les espaces à ce qu'il y aura dans l'argument de joint, comme dans le paramètre, en fait ce qu'il y aura comme paramètre de la fonction native joint. Donc ici je vais utiliser donc une fonction native qu'on appelle map ici, qui va me permettre donc de mapper une fonction ou alors une méthode, ça dépend, bon, disons une fonction, qui va me permettre de mapper une fonction à ce qu'on appelle un itérable. Donc un itérable ici c'est une suite ou alors une séquence de données.
un exemple, un dictionnaire, une liste, ou même une chaîne de caractères. Voilà, par exemple, si je dis maison, maison c'est un littérable qui contient quoi? Qui contient une séquence de caractères, une séquence de lettres, qui contient la lettre M, A, I et j'en passe. Voilà. Donc, je vais donc utiliser la fonction native map et rappelez-vous, je vais utiliser quoi? La fonction encrypt char. Donc, self encrypt. Donc, c'est encrypt char. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de mettre ça, de mettre les parenthèses. Voilà. Donc, encrypt char et comme deuxième paramètre littérable. Et littérable ici, c'est qui? Littérable ici, c'est le string. Voilà. Donc, littérable, c'est le string, tout simplement. Voilà. Et maintenant, lorsque j'ai écrit dans, après avoir écrit dans la fonction qui va encrypter le caractère, la fonction qui va encrypter la chaîne, il faudrait également que j'écrive la fonction qui va décrypter chaque caractère. Voilà. Donc, pour ce faire, on va créer une méthode qu'on appelle decrypt char et qui prend toujours en paramètre un caractère. Voilà. Et maintenant, comme c'est le fait de décrypter, on va simplement utiliser l'effet inverse de la première. Donc, comme on a fait une équation affine avec le signe d'addition, ici on va simplement faire une équation affine avec le signe de soustraction. Voilà. Donc, on n'oublie pas de définir comme d'habitude nos différents coefficients. Donc K1, K2 et K3. Voilà. Qui sera affecté du self key. Voilà. Du self key. J'espère que c'est bien ça, oui. Non, le key c'est plutôt avec, je crois que c'est, voilà, la majuscule. Il faut faire attention à la case. Si vous avez défini ici par exemple votre key avec majuscule, il faudrait vous rassurer que ici c'est également majuscule. On a juste attribué. Je vais faire ici. Voilà. Ok. Et je vais retourner quoi? Donc c'est presque la même chose. Donc je vais retourner, c'est toujours c'est le même algorithme en fait, sauf que là on aura plus un plus, on aura plus une suite d'addition, on aura plus une addition, une opération d'addition, mais bien une opération. Donc je vais supprimer le premier. Oups, on va faire ça. Allez hop, très bien. Je vais simplement supprimer dans au lieu de mettre plus ici, je vais mettre moins. Ça me donne l'effet inverse en fait. Ok. Donc là. Je n'aurai plus. Donc ici, je vais plus utiliser K1. Au lieu de K1, je vais utiliser une transposée de K1 qui sera ici K3. Voilà. Je vais utiliser K3. Voilà. Très bien. Bon, il y a une parenthèse que j'ai oubliée. Voilà, je crois que c'est bon. Si je dis pas de bêtises. Ouais, mais même très rouge, avec qu'est-ce qui se passe? Il y a une première parenthèse ici, ensuite une deuxième parenthèse. Pourquoi? Normalement, la parenthèse si elle est liée à... Ah, ok, c'est bon. Non, je crois que c'est bon, oui. Je crois que c'est bon. Il y a une parenthèse ici. Voilà, qui vient avec ceci. Et une parenthèse ici. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a écrit dans la fonction qui va décrypter chaque caractère, il faudrait qu'on décrive également la fonction qui va donc décrypter la chaîne entière à partir de la fonction de décryptage du caractère. Donc on va donc ajouter ça dans le push process. Voilà. Et dans le push process, qu'est-ce qu'on va retourner? Avant de retourner quoi que ce soit, on va pas retourner comme ça. Regardez très bien ce qu'on va faire. Rappelez-vous, dans notre fichier KV, on doit récupérer en fait la clé qui sera stockée dans le id text file encrypt. Donc où on a mis le intex, entrer la clé cryptée en fait. Donc c'est donc, on va récupérer ça. Donc je récupère l'identifiant que j'ajoute en tant que paramètre dans le push process. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est le texte que je vais appeler. Vu que je vais récupérer la valeur. Parce que si je laisse id text file encrypt, ici il va plutôt me renvoyer en fait l'adresse de l'objet, l'adresse du widget qui a été défini. Or c'est pas ce que moi je veux la valeur
du widget. C'est pour ça que je mets point texte là, c'est cet attribut là en fait. Et maintenant, comme je mets ici comme paramètre, je vais revenir dans le layout et je vais dire, je vais ajouter ça ici. Voilà, je vais mettre simple. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre clair ou bien C. Donc je vais dire simplement C, tout simplement. Donc le C ici en fait renvoie simplement au id text file encrypt.text. Voilà, tout simplement. Faut dire qu'on va récupérer la valeur du champ qui a été entré. Ok, donc lorsque c'est fait maintenant, ok, je suis là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite? Après avoir récupéré dans ceci, c'est en fait la clé. C'est la clé qui est cryptée. Voilà, c'est la clé qu'on a récupérée lorsqu'on a identifié le message qui se trouvait dans le code de barre. Donc, lorsque j'ai récupéré ça, il faudrait ensuite utiliser dans l'algorithme de décryptage affine pour pouvoir récupérer le message clair de la clé. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? On va d'abord, et il faudrait sauvegarder ça quelque part, il faudrait sauvegarder, ou il faudrait garder ça dans le champ id text file decrypt. Voilà, c'est pour ça que j'ai défini un identifiant ici. Donc, je vais simplement récupérer, bon, je n'ai même pas besoin de récupérer ça, vous allez voir comment communiquer, comment faire communiquer un fichier .pi et un fichier .kv, en fait, afin de se transférer des données. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va appeler le self, donc quand je dis self, c'est simplement l'instance de la classe que je vais définir, qui est ma layout. Je dis self et j'appelle l'attribut IDS. J'espère que j'ai bien écrit ça. Attention, self. Ok, IDS. Ensuite, j'appelle le nom de l'identifiant, en fait, l'identifiant du widget qui doit contenir en fait le message clair. Donc, je crois que c'est ça, id text file. En fait, c'est décrypte autant pour moi, donc il faut faire très attention. Encrypt, c'est plutôt l'identifiant du widget qui va recevoir en fait le message, la clé encryptée. Mais ici, c'est plutôt décrypte. Donc, ici, c'est décrypte. Et ça, je crois que ça ne suffit pas parce qu'il faut également appeler texte. Enfin, si vous mettez comme ça, ça va également dans le même sens que le premier que j'avais à définir ici dans le fichier KV. Donc, si vous ne mettez pas de texte, il ne va pas vous renvoyer le texte, le contenu du widget, du champ. Il va vous renvoyer plutôt l'adresse du widget. Il faut faire très attention. Ok. Donc, lorsque je mets comme ça, je dois, il doit contenir quoi? En fait, il doit contenir simplement le message décrypté de la clé. Tout simplement. Voilà. Ok. Donc, je mets double quote et je dis que je vais joindre qui? Je vais joindre simplement la représentation des caractères qui ont déjà été, de chaque caractère qui ont été décryptés, puisque c'est chaque caractère que je vais décrypter. Ensuite, je vais stocker ça dans le self IDS, en fait dans le IDS, le id test file, dans le id test file decrypt.text sous forme de chaîne de caractères, en fait. Donc je mets joindre et je vais mapper, vu que je dois appliquer une même fonction sur chaque caractère de la chaîne. Je map ça, donc j'utilise la fonction native map et j'utilise la méthode de décryptage dans decrypt qui appartient à quelle classe? À la classe myLayout que je peux appeler avec l'instance self, dans self decrypt char. Voilà, dans decrypt char, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses. Voilà, et que je vais appliquer sur quel itérable? L'itérable ici, c'est l'itérable qui est crypté, donc c'est la clé cryptée, rappelez-vous. Voilà, donc c'est la clé cryptée, donc qui est ici C. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant si on essaye de relancer pour voir un peu ce que ça donne, donc genre on va mettre n'importe quoi, on va simplement tester et voir sa représentation. Donc ça veut dire que si j'efface ça et que je relance le point de sortie, voilà, donc ça me donne bien ça. Maintenant si j'essaye d'entrer par exemple un caractère, je sais pas trop, je vais mettre des caractères un peu bizarres.
Je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre? Je vais mettre un point d'interrogation. Ok. Je vais mettre un point d'interrogation. Ok, bon, ils me disent quoi? Il y a quel souci? Tous les arguments n'ont pas été... voilà, j'ai pas renvoyé tous les arguments comme il fallait. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un souci. C'est à quelle ligne là? Je reviens. Il y a un souci. C'est donc où j'ai mis retourne chat que 4-3 fois chat moins K2. Vérifions ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ok, bon, revenons un peu à la ligne d'en bas. Donc je crois que c'est dans nous sommes à ce niveau. Ouais, donc nous sommes à ce niveau. Donc j'ai K1, j'ai bien K1, j'ai bien mon K2, j'ai bien mon K3 également. Ok, par lequel j'applique simplement ceci. Ok, et maintenant je voudrais retourner simplement la représentation ici. Donc j'ai le chat. Donc j'ai mon équation affine avec opération négative, donc K3 que je multiplie. Ah oui, il y a un problème ici en fait. Ceci est dans une parenthèse. Ah ouais, c'est ça que j'avais oublié. Voilà, donc ceci également dans une parenthèse. Vu que c'est la représentation en fait, c'est pas seulement la représentation unique du caractère dont j'ai besoin, mais il faudra également que j'applique à ça le deuxième paramètre, le deuxième coefficient qui est K2. Voilà, donc il faut faire très attention. Voilà, donc il faut également mettre. Ok. Donc maintenant, si j'essaye de relancer, voir ce que ça donne. On va voir ce que ça me donne comme résultat. Ok. Donc si là je mets par exemple un point d'interrogation et que je relance, ça me donne plutôt D. Voilà, donc ça fonctionne pas mal. Donc si je mets des caractères un peu bizarres avec des points et tout, donc genre, supposons que c'est le message qui a été encrypté. Voilà, je vais effacer ça. Moi si je relance decrypt, vous voyez que ça me donne plutôt ceci. Donc ça c'est la représentation en clair de l'expression qu'il y a ici. Donc ça fonctionne. Donc maintenant on va donc tester en temps réel avec le contenu du code barre. Le contenu du code barre. Ok. Donc on va donc relancer je vais relancer, c'était qui déjà là. Là ici un peu plus bas. Donc là je suis là, je vais relancer dans l'application qui me permet donc de récupérer. Tac. Ok. Donc on lance le point de sortie. L'application qui va me permettre de récupérer dans le contenu du code barre et on va réanalyser en fait. Donc je vais ouvrir dans la caméra, donc j'ouvre ma webcam. Donc ma webcam va bien s'ouvrir. Ok. Ensuite je vais relancer le code barre qui est sur mon téléphone. Toujours ce problème de lumière et tout. Il y a un problème de lumière. Moi je vais essayer de baisser un peu ma caméra. La lumière nous gêne un tout petit peu cette fois-ci. Il y a un problème de lumière. Je vais essayer d'aller un peu. Il y a un problème de lumière. Je vais essayer de relancer un peu. Si on relance, essayons de. Je peux pas fermer comme ça parce que pour que ça se ferme, il faudrait. En fait, j'ai défini là, on serait bien défini de sorte que tant que je n'ai pas analysé, en fait, tant que je n'ai pas récupéré le message en clair, je ne pourrais pas fermer la caméra. Donc c'est un peu ça le bémol. Je sais pas trop s'il faut. Ça. Vous voyez que en fait la lumière nous empêche en fait de récupérer. Bon, on va pas trop tarder. Ce que je vais faire, je vais masquer ça. Je vais aller récupérer le code en espérant que je n'ai pas. Voilà. Ah non, c'est pas ça ici. En espérant
ne pas avoir effacé en fait le... Alors c'est un peu long, c'est un peu long, c'est un peu long, ça va prendre beaucoup de temps, il faudrait que je remonte. Alors là, il y a franchement un problème En fait, à chaque fois, ça analyse. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter complètement la caméra comme ça. En cliquant simplement sur CTRL-C. Donc, là, j'avais effacé. Oh là 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 là. Donc là, j'avais effacé. Bon, essayons de reprendre. Il y a là un problème de lumière qui nous empêche en fait de mieux. Vu que c'est pas vision par ordinateur, il faudrait que le système puisse mieux analyser en fait le contenu du code barre. Or là, vu qu'il y a un souci de position de caméra, ça va un peu mieux. Bon, je vais essayer de changer un peu la face pour voir un peu ce que pardon, pour voir un peu ce que ça me donne. Je vais relancer l'application de scan. Ok, bon, je vais relancer le code barre. J'espère que cette fois-ci ça va me donner quelque chose. Allons-y. Si j'essaie de me rapprocher. Ok, donc là, je crois que ça a récupéré. Ok, c'est bon. Il fallait un peu jouer avec la lumière. Ok, donc là, ça a bien récupéré. Donc à ce moment, je peux donc arrêter dans ma caméra et récupérer dans voilà. Alors récupération de la clé. Donc je récupère simplement la clé. Voilà, que je vais coller dans l'application que je viens de coder. Voilà. Ensuite, je clique simplement sur décryptage et ok, hop, c'est validé. Je peux donc copier maintenant le message en clair et afficher ça dans un bloc-notes. Donc vous allez vous rendre compte que c'est le même message que j'ai eu dans sur le chocolat. Hop. Ah non, ça c'est ce que non, c'est pas ce que je devais copier ici. Ça c'est la clé que j'ai copiée. Je vais revenir dans l'application et récupérer. C'est plutôt ceci qui m'intéresse en fait. Voilà. Donc essayons de relancer. Ok, très bien. Donc c'est bon. Donc jusque là tout a été récupéré comme il se doit. Ok, maintenant s'il faut mieux lire ça. Ok les amis, donc nous assistons à la fin de ce mini tutoriel où il était simplement question de résoudre le problème de challenge que j'avais lancé il y a de cela 2 jours. Voilà, donc j'espère que la solution a été effective pour tout le monde et que vous avez compris un bon nombre de concepts et un bon nombre d'astuces également. Donc ici il est simplement question de vous faire comprendre que vous n'avez pas toujours forcément l'obligation d'utiliser des outils automatisés qui sont déjà préemployés. Vous avez également la possibilité de développer vos propres outils. Voilà. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser pas mal de langages de programmation. Moi, particulièrement, je suis du Python pour pouvoir effectuer mes labs et voilà. Donc, pour quelqu'un qui s'en sort un peu mieux en Java, il peut également utiliser le Java, tout comme du JavaScript, du C, du C++ et j'en passe. Donc, tout simplement, tout réside en fait dans la logique de compréhension. Lorsque vous avez compris le problème, vous pouvez facilement en fait le résoudre. Donc, après, il y a également, c'est vrai qu'il y a des compétences axées sur, il y a des compétences un peu variées, mais tout réside en fait sur la logique. Donc, lorsque vous avez compris en fait le problème et comment résoudre en fait ce problème à partir des bases algorithmiques, vous pourrez facilement en fait vous en sortir et réussir votre lab. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on pourra et j'espère également qu'on pourra se retrouver les jours à venir pour pouvoir revoir d'autres astuces. Donc ici je joue simplement en fait avec Python. Donc je développe avec Python. C'est pas mal d'outils pour du bidouillage, pour de l'automatisation, etc. Donc j'espère qu'on se reverra dans les prochaines vidéos à venir. Et je vous et j'avais également une annonce à vous passer. Donc pour ceux qui sont également intéressés
par d'éventuelles formations en ce qui concerne par exemple le développement web ou alors le développement Python. Vous pourrez également vous rendre dans ou alors identifier le centre de formation SEED Digital School, donc c'est le centre de formation dans lequel je travaille et qui font également dans diverses formations, notamment comme je viens de le mentionner, le développement web, le développement Python, dans la programmation Python, on fait également dans la bureautique, on fait également dans le marketing digital. Donc vous aurez la possibilité, donc pour ceux qui sont intéressés, vous aurez dans le contact téléphonique juste en commentaire, vous aurez également le contact téléphonique juste en bas de la vidéo là. Et voilà, et nous sommes situés juste au même niveau que Afrique Last First Bank, donc situé à Acacia, donc juste en dessous du marché Acacia. Donc pour ceux qui sont intéressés par le développement Python, par la programmation Python, alors vous trouverez dans votre compte dans cet institut. Donc c'était juste le petit instant publicité. Donc je vous dis à plus pour de nouveaux tutoriels. Alors ciao et que la passion vous guide.